En 1987, un jeune étudiant ambitieux de 19 ans transforme sa chambre d'université en bureau de trading. Avec un capital de départ modeste, hérité de sa grand-mère, complété par les contributions de ses amis et connaissances, il crée son premier hedge fund. Aujourd'hui, il est à la tête d'un empire financier avec une fortune personnelle estimée à 35 milliards de dollars. Qui est cet homme ? Bienvenue dans l'histoire de Griffin. De ses humbles débuts à Daytona Beach, à son ascension au sommet de la finance mondiale. Né en 1968 à Daytona Beach, Kenneth Griffin est directement influencé par son père, qui est à ce moment-là cadre dans l'industrie des matériaux de construction, avant de le devenir plus tard chez General Electric. Adolescent, il fonde Edcom, une entreprise de logiciels éducatifs, marquant le début de son parcours entrepreneurial. Influencé également par sa grand-mère Geneviève, héritière d'une entreprise pétrolière et de ferme, il développe un sens aigu des affaires, surtout dans la gestion des ressources naturelles. C'est à Harvard que le prélude de son histoire commence réellement. Kenneth était un passionné de mathématiques et d'informatique, mais ce qui est le plus fou, c'est qu'il l'était à une époque où la finance quantitative n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Ce qu'il va faire, c'est fusionner ces deux passions et appliquer et construire des modèles mathématiques à son trading. Au début, tout se passait plutôt bien jusqu'au moment où il eut besoin de plus de données pour perfectionner ses modèles. Il eut alors l'idée d'installer une antenne radio pour capter les données, mais il rencontra rapidement des problèmes avec la direction de Harvard. Après de longues périodes de négociations, il put enfin commencer à trader. He took his love for computers and math and a newfound love of investing to Harvard. One problem, though, he needed data in real time. His solution? I put a satellite dish on top of the dorm room so I would have access to real-time stock quotes in managing the portfolio that I manage. Son plus gros trade lui rapporta 5000 $. Son trade consistait à acheter des puts sur l'action Home Shopping Network. Alors, je sais que sur les marchés d'options, on parle de call, donc ce sont les options d'achat. On a en face de ça aussi les puts, qui sont des options de vente. Comment est-ce qu'on définit, comment on explique ce mécanisme Alors, les options de vente, c'est encore plus simple et tout le monde en conclut tout le temps. En fait, quand vous contractez un contrat d'assurance pour une maison, une voiture, en début d'année, vous achetez un put, vous achetez une option de vente. Ça signifie quoi ? Tout simplement, et c'est une très bonne mécanique pour vous aider sur les options, c'est de traduire ces phrases en français. Et de dire, qu'est-ce que je fais quand j'achète une option de vente ? Quand j'achète une option de vente, je réserve le droit de vendre un actif à un prix donné. Quand vous achetez quand vous contractez une assurance pour votre voiture, si elle vaut 10 000 € et que vous êtes assuré tout risque, si on vous vole votre voiture, moins une petite décote, eh bien, vous aurez payé en début d'année une prime et on vous remboursera la valeur de votre voiture. Donc, vous aurez assuré du prix de vente de votre voiture. Donc, c'est exactement ça. Si, en revanche, vous pouvez décider de vous assurer pour moins cher et d'avoir un amortissement, un remboursement qui sera un peu moins conséquent. Dans ce cas de figure-là, c'est vraiment le principe. Donc, on peut le faire évidemment avec des actifs boursiers, se dire l'indice CAC 40 vaut 5000 points, moi je veux m'assurer de pouvoir revendre l'équivalent de mon portefeuille à 4008. Ça a un coût, bien entendu, comme toujours en bourse, mais prime d'assurance. Comme à la fin de l'année, on a payé sa prime d'assurance, on en a perdu la valeur, mais au moins on était protégé. Donc c'est exactement ce mécanisme-là pour l'achat du put. Well, what's interesting is in my college dorm as a freshman, I bought 2 put contracts in Home Shopping Network. And in some sense, I owe my career to good journalism. There was an article in Forbes by Gretchen Morgenson where she set forth a thesis as to why Home Shopping Network was the meme stock of that moment in time. And I loved her thesis. I bought these 2 put contracts. And fortunately, from the perspective of my career, the stock cratered shortly thereafter. And ready for this? I made a few $1,000s. But you and I both know when you're a freshman in college, if you make $2,000 or $3,000, that's all the money in the world. When I sold those put contracts, the market maker paid me less than their intrinsic value. And that made me very curious about the pricing of derivatives. Par la suite, il rencontra un cadre de Merrill Lynch qu'il convainquit d'ouvrir un compte de courtage avec un capital initial impressionnant pour son jeune âge de 19 ans. Rassemblé grâce à sa famille et des connaissances. À cette époque, nous sommes en 1987.
et une tempête se prépare dans le monde de la finance. Ken, lui, élabore un modèle mathématique basé sur une stratégie long-short. Toutefois, il constate une grande incertitude quant au comportement de son modèle durant les périodes de bear market. Il décide alors de shorter plus d'actions que son modèle ne lui recommande initialement. Un mois plus tard, la tempête frappe. C'est le lundi noir d'octobre 1987. Il en ressort bénéficiaire, alors que la plupart des autres traders ont subi d'énormes pertes. So by the time you graduated, did you say, I'm now going to do this full time? You're going to love this. Timing is so important in one's career. When I started to engage in convertible bond arbitrage in '87, I literally launched in September of '87. And I was very confident as to how this portfolio would behave in a bull market and very uncertain as to how it would behave in a bear market. Like the mathematics on the way down are just much more nebulous than on the way up. And so I was short more stock than my back of the envelope math would tell me to be short. And what happened a month later was the crash of '87. And so at that moment, I became boy genius. Now I knew I was boy lucky because I was short the market intentionally, but outside investors go, look, this person's a genius. He made money in the crash. So that was a very defining moment in my career was the crash of '87, and being net short gave me a track record early on that was attractive to investors. Alors que Griffin termine ses études à Harvard, une rencontre fortuite va propulser sa carrière dans une trajectoire fulgurante. Il s'agit de la rencontre avec Frank Meyer, un vétéran de la finance et fondateur de Glenwood Capital Investments. Meyer raconte souvent comment il a été immédiatement impressionné par la maturité et la compréhension de Griffin des marchés financiers. Il va décider de lui confier $1 million de capital provenant de son fonds d'investissement Glenwood pour voir comment Griffin se débrouille. Ce geste de confiance s'avère rapidement fructueux. Griffin génère un rendement impressionnant de 70% la première année. Sur un capital de $1 million, cela représente un profit net de $700 000 en seulement un an. Un exploit qui non seulement confirme les compétences de Griffin, mais renforce également sa relation avec Meyer. Après quelques années à gérer l'argent des autres, Griffin se sent prêt à construire son propre empire. Nous sommes en 1990 et il fonde Citadel. Implanté au cœur de Chicago, avec un capital initial de $4,6 millions. Bien que modeste par rapport aux géants de Wall Street, ce capital servira de fondation à l'une des entreprises les plus innovantes du secteur financier. Griffin a très rapidement compris l'importance de la technologie et des données dans le trading. Il n'a pas cherché à seulement utiliser les données publiques et largement traitées comme les comptes de résultats, les bilans comptables ou les données de marché. Mais il a plutôt cherché aussi à exploiter des données non structurées contenant des signaux faibles comme des images satellites ou encore des données de cartes de crédit que les autres traders et investisseurs n'ont même pas cherché à implémenter dans leur modèle. On en revient tout le temps à la même chose, ce qui est important, c'est de trouver notre avantage compétitif par rapport aux autres pour pouvoir gagner sur les marchés financiers. Ken, love to go back to when you started Citadel and the vision you had for the firm. So when you set it up, what did you think it could be? Well, that's a walk down memory lane. And I'll give you the history that's not revisionist. 20 years old, I had an opportunity to manage $1 million for a fund of funds that was based in Chicago. And if I did well, they'd help me leave, start my own business, and raise some capital for me. So Citadel was started just over a year after I finished college. We raised about $4.5 million in November of 1990. And we started with one strategy, which was the trading of equity-linked derivatives, convertible bonds and warrants, as compared to the common stock. So that was the genesis of Citadel. Now there's a couple of key things that are important in the story. Number one is I believed you could use mathematics and software to help to understand these pricing relationships in an area where most of the world was still using paper, pencils, and rules of thumb. And I remember we hired a rocket scientist back in those days to help work on these pricing models. And one of my friends from a major bank literally called me sort of laughing. He's like, "You're not trying to put a man on the moon, you're trying to trade bonds." Now, jump forward 30 some years, that bank he worked for is no longer in business.
And Citadel Securities are two of the most important firms in the world in the financial markets. We did manage to, in some sense, ride the wave of the rise of mathematics in finance, which has, in some sense, long since crested. We all take for granted the mathematical concepts that were really first utilized in the 80s and 90s in our day-to-day work today. Dès ses débuts, Citadel s'est démarqué par son adoption avant-gardiste de l'analyse quantitative. Griffin s'est investi sans relâche pour perfectionner ses stratégies de trading. Il a réalisé qu'à une époque où la plupart des financiers se fiaient encore à des méthodes traditionnelles, adopter une approche d'analyse plus scientifique pouvait conférer un avantage considérable sur les autres traders. Les premiers fonds de Citadel ont généré des rendements impressionnants, de 43% en 1991 et de 40% en 1992. Les modèles de trading développés par Griffin et son équipe ont porté leurs fruits, propulsant Citadel sur le devant de la scène financière. Ses stratégies étaient très diversifiées. Son but n'était pas de s'appuyer sur un seul modèle ultra perfectionné, mais sur une multitude d'algorithmes qui étaient très spécialisés afin de diversifier au maximum son risque. Pour l'analogie, il fonctionnait comme un investisseur classique fonctionne avec des actions, sauf que lui, c'était avec des stratégies. Il essayait de diversifier au maximum les algos et les stratégies employées. Les stratégies employées allaient des stratégies basées sur des algos de machine learning à des stratégies plus classiques basées sur de l'arbitrage statistique. We've used machine learning for over, looking at the date here on the screen, for about 8 or 9 years here at Citadel. And machine learning plays a very important role in how we think about the pricing of assets and has a small role in us thinking about risk management of assets from time to time. But pricing of assets, machine learning does play an important role here at Citadel. There are about 100 different portfolio managers who are each with their teams trying to ascertain opportunities for which we can deploy capital in the financial markets. Now, I have a bird's eye view of what's taking place across the 100 portfolios, along with my co-CIO, Pablo, and together the two of us are thinking about how are risk aggregating, where are we seeing the best opportunities, how do we allocate capital? But really the secret to our success is this distributed decision-making model where people who are closest to the information and who have the deepest expertise are making the calls in real time. So I always have the impression that hedge fund people are sitting in front of screens and they're afraid to do anything because something might happen. So are you obsessed with sitting in front of screens all the time, or you don't have to worry about that so much? I'm obsessed with how do we craft our investment processes to create the greatest competitive advantage. So whether we're trading commodities or stocks or bonds, what do we as a firm need to understand more precisely and more quickly than other market participants to be successful at what we do? Dans les années 2000, après avoir accumulé des millions de dollars, Griffin aspire à conquérir un nouveau marché. Il lance Citadel Securities, marquant ainsi un tournant décisif pour l'entreprise. Après avoir dominé le monde de la spéculation grâce à une approche quantitative, il ambitionne désormais de reproduire ce succès dans le domaine des market makers. Les stratégies des market makers est simplement une autre stratégie de trading employée, comme le pourrait être une stratégie de retour à la moyenne, de suivi de tendance ou autre. L'objectif des stratégies de market maker n'est pas de tirer profit d'une variation de prix d'un actif. Au contraire, elles cherchent au maximum à se couvrir des variations de prix des actifs. Elles cherchent à gagner peu importe qu'il monte ou qu'il baisse. Pour ce faire, l'objectif c'est de fournir un maximum de liquidité aux autres investisseurs et traders. Cela signifie de garantir à chaque intervenant la possibilité de vendre ou d'acheter un actif financier à n'importe quel moment donné. Pour ce faire, le market maker va positionner tout le temps des ordres limites, toujours un ordre à l'achat plus faible que son ordre de vente, et comme ça, il a l'objectif d'acheter toujours moins cher qu'il ne va revendre le produit financier. C'est pour ça que lui, les variations des prix iront contre. Plus le prix est stable, plus le market maker a de chances de gagner. Cette stratégie et ce business model ne fonctionnent pas qu'en finance. On peut le retrouver dans l'économie réelle. Par exemple, les magasins de reprise de biens d'occasion fonctionnent sur ce business model-là. Elles vont fournir des offres d'achat toujours inférieures à celles qu'elles vont revendre le produit. En échange de cela, elles
elles garantissent de reprendre le produit à tout moment dès qu'un client souhaite acheter ou revendre un produit d'occasion en question. Un émetteur de produits de bourse se couvre systématiquement sur le marché lorsqu'il vend un produit de bourse. Grâce à sa position de couverture, il n'est pas impacté par les gains ou les pertes de l'investisseur. Autrement dit, l'émetteur ne gagne pas lorsque l'investisseur perd et il ne perd pas non plus lorsque l'investisseur gagne. Au contraire, un investisseur effectuant une plus-value est un investisseur plus enclin à traiter de nouveaux produits et c'est évidemment ce que recherche l'émetteur d'un produit de bourse plutôt que l'inverse. Lorsqu'un investisseur achète un produit de bourse, le market maker, ou teneur de marché en français, agissant pour le compte de l'émetteur du produit de bourse, prend une position équivalente sur le marché que l'on appelle la position de couverture. Si l'investisseur achète un warrant call sur une action, il investit sur la hausse de son cours. De son côté, l'émetteur se couvrira automatiquement en achetant directement l'action dans une quantité potentiellement plus importante compte tenu de l'effet de levier. Concrètement, le calcul se fait de la manière suivante. Pour 1000 € de warrant avec un effet de levier de 10, l'émetteur doit acheter 10 000 € d'actions ou du sous-jacent concerné. Ainsi, si le cours du sous-jacent augmente et que l'investisseur revend ses warrants avec une plus-value, l'émetteur sera en mesure de lui racheter car une plus-value équivalente aura été directement réalisée avec la position de couverture sur le sous-jacent. Si le cours du sous-jacent baisse et que l'investisseur vend ses warrants en moins-value, l'émetteur verra sa position de couverture baisser du même montant et ne sera pas gagnant sur la perte de l'investisseur. Ces positions de couverture sont gérées de manière centralisée par les teneurs de marché, par sous-jacent ou par type de sous-jacent. Toutes les positions initiées sur un sous-jacent vont être regroupées dans un même livre de trading et la position de couverture va être recalculée en continu et en temps réel. Le teneur de marché a aussi pour rôle de faciliter les conditions de négociation des investisseurs en assurant la liquidité des produits de bourse, en proposant des spreads les plus serrés possibles, des quantités disponibles à la négociation les plus importantes possibles et des prix compétitifs tout en gérant les risques pris par l'émetteur. Grâce à l'utilisation de systèmes automatisés et d'algorithmes sophistiqués, Citadel Securities a rapidement dominé le trading à haute fréquence, transformant la manière dont les titres sont achetés et vendus sur le marché. Griffin a maintenant conquis les États-Unis, et il ne reste plus qu'à conquérir le monde. Dans les années qui suivent la crise d'Internet, Citadel s'implante aux quatre coins du globe. L'empire financier est désormais solidement établi. Cependant, alors que le monde de la finance atteint son paroxysme d'euphorie, l'une des plus importantes secousses financières est sur le point de se produire. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Alors que certains financiers ont perçu l'approche imminente du crack financier, John Paulson made Wall Street's most lucrative trade of all time. One of our investors called me and he said, John, I just got the monthly results. I think there was a mistake. It was no mistake. Paulson's bet on the collapse of subprime mortgages in 2007 earned his firm $15 billion, the largest one-year payout in the history of financial markets. It's kind of like finding a needle in a haystack. Paulson's 2007 performance rocketed him to the ranks of superstar managers. D'autres, comme Citadel, ont été durement touchés. Pendant la crise, de nombreuses entreprises ont cédé à la panique, mais Griffin a choisi une voie plus calculée. Il a renforcé les mesures de gestion du risque et sécurisé les actifs les plus volatiles. Cependant, pour aggraver les risques de faillite, les investisseurs de Citadel ont tenté de retirer leurs fonds.
La vente massive de titres à prix réduit risquait d'entraîner une baisse supplémentaire des prix des actifs, en plus de leur vente au rabais. Griffin a pris une décision controversée en empêchant les retraits d'investisseurs pendant 10 mois. Bien que critiquée, cette action a permis à Citadel de stabiliser ses fonds et d'éviter une liquidation forcée, préservant ainsi les investissements à long terme de ses clients. Une fois le séisme financier passé, Griffin était prêt à reprendre les affaires de plus belle. En 2009, non seulement la firme a récupéré la plupart de ses pertes, mais elle a également enregistré un retour sur investissement de plus de 62%. Griffin est ressorti vainqueur de cette épreuve et l'argent coulait à flot comme jamais auparavant. Dans la foulée de la crise, Griffin a également saisi des opportunités d'acquisition stratégique. En 2006, avant la crise, Citadel avait déjà repris les positions d'Amaranth Advisors à un prix réduit, renforçant ainsi sa position quand le marché s'est effondré. La période post-2008 a été l'âge d'or pour Citadel, qui n'a pas enregistré une seule année de perte. Citadel a été l'un des rares hedge funds à largement surpasser le S&P 500, rapportant des dizaines de milliards de dollars à Griffin. Well, 16 billion profit, 12 billion in fees, and it does seem like you're either Millennium or Citadel and have a very diverged, different strategy, and you're really killing it, or you're like Rokos and Brevin Howard, and you did for bonds, and you also did very well. Yeah, it's really all about this multi-manager model, which you mentioned a lot of these big hedge funds are running now, Citadel, D.E. Shaw, Millennium, which allowed them to return these just incredible numbers last year. You know, the multi-manager model allows them to have a wide range of strategies across different assets, and each of these teams have a niche focus and a specific trading style. And it allows, Citadel in this case, to allocate capital to within the fund to these specific styles which they think are going to be successful. Last year, it was all about being exposed to movements in bonds and FX, and if you didn't have that in a big way in your portfolio, you were going to miss out. But this is all overlaid with a risk management approach that allows them to navigate from having specific blow-ups under one trader. It's diversified, and it's showing it's going to be the model for the industry. It's really taken the baton from the equity long-short funds of the past. The tech bubble bursting really showed a lot of weaknesses in their model, and a further shift away from the single manager models of the past. It's no longer going to be unless you're a macro. If you're a macro, if you're Brevin Howard and Rokos, then you've done also pretty well in shorting some of the bonds. Yeah, those guys did extremely well last year. But the thing about that model, Francine, is their assets under management is in some way capped, right? These multi-managers can have a huge array of assets. Citadel runs over 60 billion, and it's hard to see that being run under one specific manager in a macro model. Citadel a réalisé un rendement de 38%, tandis que la quasi-totalité des hedge funds affichait des pertes sèches. Plus d'une décennie après la crise financière, Griffin et Citadel se sont retrouvés au centre d'une controverse majeure, l'affaire GameStop. Un forum de discussion qui se revendique autant de l'écran Bloomberg que de 4chan, des internautes qui boursicotent via une application qui s'appelle Robin des Bois, le tout dans le but de faire tomber des traders qui spéculent sur le cours d'une chaîne de magasins de jeux vidéo sur le retour parce qu'ils s'estiment les victimes de la crise de 2008. En janvier 2021, une frénésie spéculative alimentée par des traders individuels utilisant des plateformes comme Reddit a propulsé les actions de GameStop à des hauteurs vertigineuses. Citadel, ayant des liens commerciaux significatifs avec Robinhood, la plateforme utilisée par bon nombre de traders, a été accusée de conflit d'intérêts lorsque Robinhood a limité le trading sur l'action GameStop. Bien que Citadel n'ait pas pris directement la décision de limiter les transactions, sa relation étroite avec Robinhood a soulevé des questions quant à la transparence et l'équité des marchés financiers. Griffin a témoigné devant le Congrès pour clarifier son rôle et celui de Citadel dans les événements, réaffirmant son engagement envers un marché équitable et ouvert. What's the overall thinking on these retail investors though? Are they back? Was it a black swan? Is it something? You mean the whole sort of meme stock phenomenon that got Gabe in trouble in GameStop last year? Yeah. It's probably a moment in time. Replay the history. You've got this enormous stimulus program from the federal government, sending checks to tens of millions of American households. And a fair number of those households did not need the cash. They put it into the stock market. And people were looking for connection. They were looking for something to be involved in. You had the rise of the Wall Street bets and the whole Reddit phenomena. And I don't want to say our stock market devolved into entertainment, but there was certainly an entertainment
dimension that came into play with money that was in some sense just dropped out of the skies into people's wallets. And they took a run at the stock market and GameStop and AMC and dozens of other meme stocks. I like to think it was a moment in time. I like to think that's the case. It's not how capital formation works best. And frankly, a lot of it came from a place that I don't think it was very healthy, which is like, let's try to take a firm like Melvin and put them into bankruptcy. Like, great. So you basically help wipe out the pension plans of teachers. You feel good about that? It's not Gabe's money that you're taking down. You're taking down the money of a pension plan that belongs to a teacher. So I don't think it wasn't a very good moment in American capital markets history. But I think you have to replay history and go, where were we as a country? And people were locked up in their basements, kind of losing their minds. So it's a COVID phenomenon. Malgré ce petit accrochage, Citadel a continué de réaliser des profits incroyables en 2022. It's been a big month for Citadel's Ken Griffin in real estate, the hedge fund manager purchasing another home this week, only the most expensive one ever sold in the U.S., just off of Central Park. Robert Frank is back at HQ with more on Griffin's recent real estate shopping spree and a look inside. Robert. Morgan, Ken Griffin is buying 4 full floors of a new condo off Central Park for $238 million. That makes it the most expensive home ever sold in the United States. Now, Griffin closed on the deal yesterday to buy 24,000 square feet. It's near the top of the 79-story tower known as 220 Central Park South. Now, it works out to just under $10,000 per square foot. The apartment is just raw space, so he's going to have to spend tens of millions more just to build it out. And it's a pied-à-terre, one of 6 homes that Griffin owns. His main residence is in Chicago. There he bought the most expensive home ever sold in that city for $59 million. He also bought the most expensive home in Miami for $60 million. And he's building the most expensive in Palm Beach, paying $250 million just for the land alone. Now, this week it was announced that he also paid $122 million for a mansion in London that's near Buckingham Palace. All in, he has spent over $700 million on real estate in the past few years. Now, the New York deal was actually signed 3 years ago when the tower was starting construction. So the way these things work is buyers close when the building is finished. So that's why it's just closing now. But the market has weakened a lot since then, with Manhattan seeing its biggest sales drop last year since the financial crisis. Now, Citadel is also preparing to move into new corporate offices in New York. They signed one of the most expensive leases ever, 200,000 square feet of office space on Park Avenue and 56th Street. So it's about a 10-minute walk for Ken from his new penthouse to what will be his new offices, so he won't have to take the subway. Alors que l'économie était en récession, avec une inflation en hausse et le début de la guerre en Ukraine, Griffin a réalisé 16 milliards de dollars de profit, surpassant même John Paulson qui n'avait réalisé que 4 milliards de dollars sur la chute de l'immobilier en 2008. Citadel continue de croître et Griffin compte bien continuer à faire grossir son empire. Cette histoire est encore en train de s'écrire.